Il y a des moments dans un conflit où une décision doit être prise et où le monde entier retient son souffle en attendant la réponse. Ce moment a eu lieu cette semaine. Donald Trump a lancé un ultimatum à l'Iran. 24 heures. Après ça, a-t-il déclaré, il ne leur restera plus de ponts ni de centrales électriques. Plus de ponts. Plus de centrales électriques. Ce n'est pas une frappe chirurgicale contre un site militaire. Ce n'est pas une opération de précision contre un programme nucléaire. C'est une menace de destruction massive des infrastructures civiles d'un pays de 85 millions d'habitants. Des infrastructures qui permettent à des hôpitaux de fonctionner, à des usines de traitement de l'eau d'opérer, à des familles de chauffer leurs maisons. Et l'Iran a répondu à cet ultimatum en une phrase. Apparemment, demain soir, l'Iran n'existera plus. Dans le cas contraire, Donald Trump ne sera plus jamais crédible. Un défi direct, une moquerie, un calcul qui dit « Nous ne pensons pas que tu vas faire ce que tu menaces de faire, et si tu ne le fais pas, c'est toi qui perds. » Mais pendant que cet ultimatum se jouait, d'autres choses se passaient simultanément que les médias ont couvertes de façon fragmentée sans en mesurer la portée globale. Le Royaume-Uni refusait d'utiliser ses bases pour des frappes sur des infrastructures civiles iraniennes en invoquant des potentiels crimes de guerre. La Russie fournissait à l'Iran une liste de cibles énergétiques israéliennes. Une fuite médiatique compromettait le sauvetage d'un pilote américain en territoire ennemi, et Netanyahou appelait Trump pour lui dire de ne surtout pas chercher un cessez-le-feu. Une scène de chaos diplomatique et militaire, avec au centre une question simple mais extraordinairement lourde. Est-ce que cet ultimatum va déclencher l'escalade finale, ou est-ce la dernière rodomontade avant une sortie de conflit humiliante? Monter le ton, rétention forte. Dans le dernier bloc de cette vidéo, je vais analyser pourquoi la fracture entre Washington et Londres sur cette question est peut-être le signal le plus important de toute la semaine, et ce que ça dit sur l'état réel de la coalition occidentale face à ce conflit. Reste jusqu'à la fin. Pour comprendre ce qui s'est passé avec l'ultimatum de Trump, tu dois d'abord comprendre comment fonctionnent les ultimatums en diplomatie de crise. Parce que la logique derrière cette stratégie est à la fois puissante et extrêmement risquée. Un ultimatum est une déclaration qui dit « Si tu ne fais pas X avant le moment Y, il t'arrivera Z ». Pour qu'un ultimatum fonctionne, 3 conditions doivent être réunies simultanément. Premièrement, la menace doit être crédible. L'adversaire doit croire que tu vas réellement faire ce que tu menaces de faire, sinon il n'a aucune raison de céder. Deuxièmement, le coût de la non-conformité doit être perçu comme inacceptable par l'adversaire. Si Z n'est pas suffisamment terrible pour changer le calcul de l'autre partie, l'ultimatum échoue, même si la menace est crédible. Troisièmement, tu dois laisser à l'adversaire une sortie honorable, une voie pour se conformer sans apparaître comme quelqu'un qui capitule sous la contrainte. Parce que des dirigeants qui semblent capituler sous la contrainte paient un prix politique intérieur qui peut menacer leur survie au pouvoir. Analyse l'ultimatum iranien à travers ce prisme. La crédibilité de la menace, les États-Unis ont déjà démontré leur capacité à frapper des infrastructures de haut niveau en Iran. Mais frapper des ponts et des centrales électriques dans un pays de 85 millions d'habitants est d'une nature différente des frappes militaires précédentes. Et le fait que le Royaume-Uni ait immédiatement refusé de participer à des frappes de ce type, en citant des crimes de guerre potentiels, a affaibli la perception de crédibilité. Si un allié aussi proche retire son soutien en invoquant des raisons légales et morales, ça crée une hésitation dans l'esprit de tous ceux qui observent. Le caractère inacceptable de la menace. Pour une partie de la population iranienne, la réponse à cette menace n'était pas la peur, mais la résistance radicale. La BBC a cité un habitant de Téhéran déclarant qu'il serait OK avec une destruction totale plutôt qu'une capitulation. Ce témoignage individuel ne représente pas toute la population iranienne, mais il illustre le fait que la menace de destruction n'a pas nécessairement l'effet de capitulation qu'elle vise, si l'adversaire a intégré la logique du martyr dans son calcul. La sortie honorable. Aucune sortie honorable n'a été offerte dans les termes de l'ultimatum. Vous avez 24 heures sans chemin clair vers un accord acceptable n'est pas un ultimatum diplomatique, c'est une injonction. Et les injonctions sans sortie honorable produisent soit la capitulation, soit la résistance.
L'Iran a choisi la résistance. L'Iran a rejeté la proposition américaine d'un cessez-le-feu temporaire en 10 points. Les négociations indirectes entre Téhéran et Washington n'ont abouti à aucun accord. Ce résultat a surpris certains observateurs qui pensaient que la pression cumulée des frappes et de l'ultimatum allait forcer une concession iranienne. Mais pour quiconque comprend la logique interne du régime islamique, ce rejet était prévisible. Voilà pourquoi. Le régime iranien a construit sa légitimité politique interne sur une narrative de résistance face à l'impérialisme américain depuis 1979. Cette narrative n'est pas seulement de la propagande, elle est intégrée dans l'identité fondatrice de la République islamique. Se plier à un ultimatum américain public, devant les caméras du monde entier, sans avoir obtenu des concessions substantielles en retour, serait perçu en interne comme une trahison de cette identité fondatrice. Il y a aussi la question du précédent. Si l'Iran cède sous un ultimatum, il envoie le signal qu'un ultimatum suffit à le faire plier, ce qui garantit qu'il sera confronté à d'autres ultimatums dans le futur sur d'autres sujets. La Corée du Nord a tiré exactement cette leçon de la politique américaine et a fait le choix inverse, ne jamais céder à un ultimatum, quelle qu'en soit la pression. Et il y a la question du calcul stratégique à moyen terme. L'Iran croit, à tort ou à raison, que le temps joue pour lui, que la pression économique sur les économies occidentales augmente avec la durée du conflit, que l'opinion publique américaine continue de se fracturer sur la question de la guerre, que les alliés américains dans la région cherchent des accommodements bilatéraux avec Téhéran. Dans ce cadre, accepter un cessez-le-feu temporaire américain serait geler une situation qui, selon le calcul iranien, évolue en sa faveur. La réaction sarcastique des comptes proches de l'Iran sur les réseaux sociaux, l'Iran attend avec nous les 24 heures restantes de Trump, dit quelque chose de révélateur sur l'état d'esprit à Téhéran. Ce n'est pas de la peur, c'est de la bravade. Et dans la guerre de communication qui accompagne tout conflit, l'image que tu projettes de ta propre invulnérabilité a une valeur stratégique réelle. Pendant que l'ultimatum occupait les écrans, l'Iran continuait ses opérations concrètes sur plusieurs fronts. Et ce qui s'est passé ce week-end illustre parfaitement la stratégie de multiplication des fronts qui est la marque de fabrique de la conduite iranienne de ce conflit. Premier élément, l'Iran a menacé de fermer le détroit de Bab el-Mandeb. Bab el-Mandeb, c'est peut-être le nom le moins connu parmi les passages maritimes stratégiques du monde. Pourtant, son importance économique est comparable à celle d'Ormuz. Ce détroit de 29 km de large sépare le Yémen de Djibouti. Il relie la mer Rouge au golfe d'Aden et par lui transite une part massive du commerce maritime mondial entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique de l'Est. Chaque conteneur qui passe par le canal de Suez depuis ou vers l'Asie doit franchir Bab el-Mandeb. Environ 10% du commerce mondial maritime transite par ce point. Les Houthis au Yémen, alliés de l'Iran, perturbent déjà les routes maritimes en mer Rouge depuis des mois avec des attaques de drones et de missiles contre des navires commerciaux. Si l'Iran coordonne une fermeture effective de Bab el-Mandeb en plus d'Ormuz, deux des routes maritimes les plus importantes du monde seraient simultanément perturbées. Les conséquences économiques mondiales seraient d'une ampleur sans précédent depuis la fermeture du canal de Suez en 1967. Deuxième élément. La plus grande société pétrochimique d'Arabie Saoudite a été frappée par des missiles iraniens et est en feu. L'Arabie Saoudite est le premier producteur de pétrole du monde et l'un des principaux alliés américains dans la région. Frapper ces infrastructures pétrochimiques, c'est simultanément envoyer un message politique à Riyad sur le coût de son alignement avec Washington et perturber une chaîne d'approvisionnement pétrolier dont dépend l'économie mondiale. C'est également cohérent avec ce que Emily Stromquist décrivait dans la vidéo précédente comme l'un des objectifs iraniens. Provoquer la colère des pays du Golfe en les transformant en zone de combat, les forçant à réévaluer le coût de leurs relations avec les États-Unis. L'Iran ne frappe pas au hasard. Chaque cible est choisie pour ses effets économiques, politiques et symboliques combinés. Et la combinaison de la menace sur Bab el-Mandeb et de la frappe sur la pétrochimie saoudienne dit clairement « Nous sommes prêts à faire monter le coût économique mondial de ce conflit aussi haut qu'il le faudra ». Parlons maintenant de l'événement diplomatique le plus significatif de cette semaine, qui a reçu beaucoup moins d'attention que l'ultimatum lui-même. Le Royaume-Uni a refusé les demandes américaines d'utiliser des bases britanniques pour des frappes sur des ponts ou des centrales électriques iraniens. La position britannique
stratégique est formulé clairement, selon The High Paper. Ces cibles constituent des infrastructures civiles, et de telles attaques pourraient être considérées comme des crimes de guerre potentiels. La permission ne sera pas accordée. Prends le temps de mesurer ce que ça signifie. Le Royaume-Uni est l'allié le plus proche des États-Unis dans le monde. La relation transatlantique spéciale entre Washington et Londres est le fondement de la coopération occidentale en matière de défense et de renseignement depuis la Seconde Guerre mondiale. Les bases militaires britanniques dans la région, notamment Diego Garcia dans l'océan Indien, ont été utilisées pour des opérations américaines en Afghanistan et en Irak sans que Londres n'élève la voix publiquement. Pour que le Royaume-Uni refuse aujourd'hui une demande américaine spécifique en invoquant des crimes de guerre potentiels, il faut que Londres soit convaincu que ce qui est demandé franchit une ligne qu'il ne peut pas franchir sans conséquences légales et politiques graves pour lui-même. Les crimes de guerre en droit international humanitaire incluent les attaques délibérées contre des infrastructures civiles qui ne constituent pas des objectifs militaires. Les ponts civils et les centrales électriques qui servent des populations civiles entrent dans cette catégorie. Frapper ces cibles dans le but explicite de priver une population civile d'électricité et d'accès aux infrastructures est une ligne que le droit international de la guerre trace clairement. En refusant publiquement, le Royaume-Uni fait plusieurs choses simultanément. Il se dissocie légalement d'actions qui pourraient un jour faire l'objet de poursuites internationales, il envoie un signal aux autres alliés américains que ce refus est possible et légitime, et il crée une pression sur Washington pour reconsidérer la nature des cibles envisagées. Les États-Unis avaient déjà critiqué le Royaume-Uni pour son manque de soutien dans ce conflit. Cette nouvelle friction montre que la coalition qui soutient les opérations américaines contre l'Iran n'est ni monolithique ni inconditionnelle. Et dans un conflit où la légitimité internationale est une variable stratégique, cette fracture a une valeur au-delà du symbole. Il y a deux informations de cette semaine qui, mises ensemble, révèlent les contours d'une confrontation géopolitique qui dépasse largement le cadre Iran-États-Unis. Première information, selon le Jerusalem Post, la Russie aurait fourni à l'Iran une liste de cibles énergétiques israéliennes clés, l'aidant à planifier des frappes précises susceptibles de provoquer d'importantes pannes d'électricité en Israël. Si cette information est exacte, elle transforme la nature du conflit. Ce n'est plus seulement une confrontation entre l'Iran et les États-Unis avec Israël comme acteur régional. C'est une confrontation dans laquelle la Russie utilise l'Iran comme vecteur pour frapper des intérêts américains et israéliens sans exposer ses propres forces. La logique russe dans ce scénario est parfaitement cohérente avec sa stratégie depuis le début de la guerre en Ukraine. Maintenir les États-Unis engagés sur plusieurs fronts simultanément, distraire la puissance américaine, épuiser les ressources militaires et diplomatiques américaines, créer des coûts économiques qui alimentent l'opposition domestique américaine à l'engagement international. Fournir des informations de ciblage à l'Iran ne coûte rien à la Russie en termes de risque militaire direct, mais si ces informations permettent à l'Iran de mener des frappes plus précises et plus efficaces contre les infrastructures israéliennes, le gain stratégique pour Moscou est réel. Deuxième information, selon le journaliste Barak Ravid, Netanyahou a appelé Trump pour lui déconseiller de chercher un cessez-le-feu maintenant. Netanyahou pousse à la poursuite de l'offensive. Trump oscille entre menaces d'escalade et tentatives de sortie. Et Israël insiste pour que tout cessez-le-feu exige que l'Iran arrête complètement l'enrichissement d'uranium et abandonne son stock enrichi. Ces conditions sont les mêmes qui ont rendu impossible tout accord nucléaire depuis des années. Elles sont formulées pour être refusées par l'Iran. Ce qui signifie que si Washington acceptait de subordonner toute sortie du conflit aux conditions israéliennes sur le nucléaire, il n'y aurait pas de sortie. La tension entre Trump qui cherche une issue et Netanyahou qui veut continuer illustre parfaitement la complexité de la coalition américo-israélienne dans ce conflit. Les deux pays n'ont pas les mêmes objectifs, les mêmes contraintes politiques internes, ni les mêmes définitions du succès. Au milieu de tous ces événements géopolitiques, il y a une histoire cette semaine qui a une dimension humaine que les statistiques et les analyses stratégiques ne peuvent pas capturer. Un F-15E américain a été abattu au-dessus de l'Iran. 2 membres d'équipage, le premier a été secouru, le second, blessé, était caché en terrain montagneux en attente d'une mission de sauvetage. Les États-Unis avaient pris la décision de ne confirmer publiquement qu'un seul sauvetage.
de garder le silence sur le second membre d'équipage pour protéger l'opération de récupération en cours. C'est un protocole standard de sécurité opérationnelle. Tu ne révèles pas qu'un des tiens est blessé et caché en territoire ennemi si tu veux avoir une chance de le ramener vivant. Puis, un journaliste israélien a révélé qu'il y avait quelqu'un de portée disparu. Une phrase, publiée, qui alertait l'Iran, qui leur disait « Cherchez, il y a encore quelqu'un là-haut ». Trump a réagi publiquement, qualifiant la source de la fuite de « personne malade » et menaçant le média concerné. « Balancez-le ou allez en prison ». La réaction de Trump dit quelque chose sur l'état émotionnel d'une administration qui gère simultanément un conflit qui s'enlise, un ultimatum qu'elle a lancé et dont l'issue est incertaine, et maintenant une fuite qui compromet potentiellement la vie d'un de ses soldats. Mais au-delà de la réaction présidentielle, cet incident illustre une réalité de la guerre moderne que peu d'analyses couvrent. La guerre de l'information et la sécurité opérationnelle sont des dimensions du combat aussi réelles que les missiles et les drones. Dans un environnement d'information saturé, où des journalistes de dizaines de pays couvrent le même conflit avec des accès différents à des sources différentes, maintenir le secret sur des opérations sensibles est extraordinairement difficile. Les fuites ne sont pas des anomalies, elles sont une constante, et chaque fuite peut avoir des conséquences qui vont bien au-delà de ce que son auteur imaginait. Pour le pilote blessé en territoire iranien, une phrase publiée par un journaliste à des milliers de kilomètres de là a peut-être changé l'issue de sa nuit. C'est la réalité de ce conflit dans toute sa brutalité humaine. La BBC a cité cette semaine un habitant de Téhéran qui, interrogé sur les menaces de destruction massive, a répondu qu'il serait OK avec tout ça, y compris une attaque nucléaire, y compris une destruction totale. Un seul témoignage. On ne peut pas en déduire que toute la population iranienne pense de la même façon. Les populations en temps de guerre sont complexes, divisées, et leur rapport à la guerre évolue avec le temps et les pertes. Mais ce témoignage mérite d'être analysé sérieusement, parce qu'il révèle quelque chose d'important sur la variable psychologique que tous les stratèges militaires doivent intégrer dans leurs calculs, la résilience populaire d'un adversaire. Les guerres se terminent souvent quand une société n'est plus capable de supporter le coût humain et économique du conflit. Quand la pression sur la population civile devient insupportable, elle génère une pression politique sur les dirigeants pour qu'ils trouvent une sortie. Mais cette mécanique ne fonctionne que si la population perçoit le coût de la guerre comme étant plus insupportable que le coût de la capitulation. Si une partie significative de la population iranienne a internalisé la narrative du martyr et de la résistance au point d'accepter des destructions extrêmes plutôt que de plier, alors la stratégie de pression par la destruction des infrastructures civiles ne produira pas l'effet de capitulation recherché. C'est la leçon de Dresde en 1945. C'est la leçon de Hanoï sous les bombardements B-52 en 1972. Les populations civiles bombardées intensivement ne se retournent pas toujours contre leurs propres dirigeants pour exiger la paix. Parfois, elles se solidarisent contre l'ennemi extérieur. Et cette solidarité renforce les positions des dirigeants qui résistent, plutôt que de les fragiliser. Un stratège qui ignore cette variable et planifie uniquement en termes de coûts matériels risque de produire exactement l'effet inverse de celui qu'il recherche. Je t'avais promis au début de cette vidéo d'analyser pourquoi la fracture entre Washington et Londres est peut-être le signal le plus important de toute la semaine. Voilà l'analyse. Depuis la guerre en Irak en 2003, les États-Unis ont appris à ne pas conduire de grandes opérations militaires sans une coalition, au moins symbolique, d'alliés. La coalition légitime l'action, elle distribue les coûts politiques, elle donne une apparence de consensus international qui rend plus difficile pour l'adversaire de présenter le conflit comme un acte d'agression unilatérale américaine. Quand le Royaume-Uni refuse publiquement de participer à des frappes spécifiques en invoquant des crimes de guerre potentiels, il rompt ce consensus. Il dit au monde « Il y a une ligne que même le plus proche allié des États-Unis ne franchira pas ». Et en traçant cette ligne publiquement, il rend plus difficile pour d'autres alliés de participer sans être confrontés à la même question. La France, l'Allemagne, le Canada ont tous des positions plus retenues que Washington sur ce conflit. Si le Royaume-Uni, traditionnellement le plus atlantiste des alliés européens, prend ses distances sur cette question précise, l'isolement relatif des États-Unis dans la conduite de ce conflit se renforce.
Ce qui a des conséquences pratiques. Les bases dans les pays alliés qui refusent de participer ne peuvent à pas être utilisées. Les renseignements qui ne seraient pas partagés qu'avec des alliés pleinement coopérants ne circulent plus. Et la légitimité internationale de l'opération est affaiblie, ce qui complique la gestion politique domestique pour toutes les administrations impliquées. Mettons tout ça ensemble. Un ultimatum lancé avec des menaces de destruction d'infrastructures civiles. Un allié principal qui dit non en invoquant des crimes de guerre potentiels. Un adversaire qui refuse de plier et qui se moque publiquement. Une Russie qui fournit des informations de ciblage à l'Iran. Un Premier ministre israélien qui pousse à la guerre alors que Trump cherche une sortie. Un pilote perdu à cause d'une fuite médiatique. Et une population iranienne qui déclare être prête à subir tout. Ce tableau ne ressemble pas à l'image d'un conflit qui approche d'une résolution rapide. Il ressemble à un conflit qui entre dans une phase d'intensification et de complications simultanées qui va tester la volonté, les ressources et la cohérence de tous les acteurs impliqués. Les prochaines semaines vont être déterminantes. Et elles méritent d'être suivies avec la même attention critique que tu as accordée à cette vidéo. Si cette analyse t'a donné des clés de compréhension que les médias conventionnels ne t'offraient pas, clique sur « J'aime maintenant ». C'est ta façon de dire à l'algorithme que ce type de contenu mérite d'être vu par plus de personnes. Commente Ultimatum si tu as regardé jusqu'ici et que tu comprends maintenant pourquoi les prochaines 24 heures de ce conflit pourraient redessiner ses contours pour des semaines. Abonne-toi, parce que la prochaine vidéo va analyser ce que les marchés financiers savent sur ce conflit que les gouvernements ne disent pas encore publiquement. Et ce que les marchés savent devance presque toujours ce que les politiciens avouent. On ne détourne plus le regard.